Merci. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de retrouver cette belle salle virtuelle pour pouvoir vous présenter avec les personnes qui m'accompagnent les grandes modalités du parcours en marque. Donc là, j'ai avec moi aujourd'hui 3 personnes. Déjà, je vois Isabelle Vallée qui a un fond bleu avec le logo CELSA. Isabelle qui est actuellement étudiante en Master 2. Léo Tourne qui est aussi étudiant en Master 2 dans un autre Master. Ils vont tous les deux très vite se présenter. Et s'il a réussi à se connecter là, je ne vois pas Julien Ferré. Julien, es-tu là? Il doit avoir un petit souci, mais il va nous rejoindre. Julien Ferré, qui est professeur associé au département, qui est un intervenant professionnel très impliqué dans le parcours et qui est également ancien élève, donc ancien de ses masters. Il a un petit souci, pardon, je regarde pour pouvoir l'aider. Alors, il est connecté sous le nom de Julien. Je dis ça pour le service audiovisuel. D'accord, oui, on le voit dans ce cas-là, si c'est Julien. Tout court, Merci beaucoup. Je vais partager mon écran. La présentation va se passer de la manière suivante. Je vais beaucoup prendre la parole. Je vais laisser la parole aussi à mes invités. Et nous allons, à la suite de cette présentation un peu déroulante, avec ce PowerPoint, vous laisser de l'espace pour des questions. C'est un point évidemment très important, mais vous pouvez, lors de toute la présentation, utiliser le chat. Alors, je partage mon écran tout de suite. Hop. J'espère que tout le monde peut bien le voir. Donc, on va parler de ce parcours avec un premier point tout de même sur le CELSA. Je ne suis pas sûre que vous ayez tous été présents aux présentations précédentes, si bien que quelques mots peut-être pour vous situer par rapport à l'école. Le CELSA, qu'est-ce que c'est le CELSA? C'est une grande école au sein de l'université qui, on a ce statut très particulier qui fait qu'on est à la fois dans la conférence des grandes écoles et une entité de Sorbonne Université, et nous sommes en particulier rattachés à la faculté des lettres, puisque la Sorbonne, c'est une faculté de médecine, de sciences et de lettres. Le CELSA délivre des diplômes de la licence 3, on y rentre en 3e année, jusqu'au doctorat, avec des formations complémentaires, un MBA, un master spécialisé en entrepreneuriat, sachant que généralement, vous êtes là pour cette réunion pour entendre parler du parcours de la licence 3 jusqu'au Master 2. Nous avons une mission de service public, c'est un point important, donc nous sommes une école qui est très attachée à son ancrage académique tout en étant extrêmement soucieux de la professionnalisation de nos étudiants. Nous avons la chance d'avoir au sein de l'école rattaché au CELSA un laboratoire de recherche qui s'appelle le groupe GRIPIC, un groupe de recherche interdisciplinaire sur les processus d'information et de communication. Ça veut dire que tous les enseignants-chercheurs de l'école travaillent, recherchent et donc peuvent avoir des enseignements vous proposer des enseignements très pointus avec les dernières recherches des spécialistes de la communication. Donc ça, c'est un point très important parce que ça va irriguer une partie des cours qui vont être complétés par des apports professionnels. On va y revenir. Notre ancrage service public, c'est aussi, vous le savez, des frais d'inscription très modérés, le souhait d'accueillir un public très diversifié, une ouverture et une mobilité internationale. Le mot Sorbonne est connu dans le monde entier, enfin pour les gens qui s'intéressent à tout ce qui est enseignement. Et nous avons ce souci de partager un esprit de responsabilité, de créativité et d'entrepreneuriat. Je passe. Nos étudiants sont engagés dans un établissement qui est à dimension humaine.
on a cette chance, et je pense que les témoins qui partagent la réunion avec moi pourront peut-être en dire deux mots, avec une vie associative. Alors, pas de, comment dire, de grands mirages, hein. On n'est pas dans une école où la vie associative est principale et la vie académique optionnelle. Non, chez nous, c'est une vie associative riche, notamment en licence 3, là où les étudiants ont un peu plus le temps et la motivation, le goût de se retrouver, voilà, avec énormément de possibilités en théâtre, en photo, en cuisine, en mode, en entrepreneuriat social et solidaire, et une junior entreprise qui existe depuis fort longtemps. Je passe sur la suite. J'ai des petits problèmes de... Voilà. Pour vous parler des masters du parcours Marc. Alors, vous le savez, le CELSA, c'est une école de journalisme, mais aussi des cursus en communication. Là, je vous parlais exclusivement de Marc, mais en même temps, on a tous la même structure et la même progression qui est proposée en 3 ans, avec d'abord cette arrivée après le concours, la réussite au concours, un semestre qui va se passer de septembre à mars en licence, suivi de 3 mois de stage, puis un master 1 avec des cours de septembre à fin janvier, début février, et un départ en stage plus long, là ça va être plutôt 3 à 6 mois, ou ça peut être un échange université à l'étranger, ou dans certains cas, un parcours à l'ENSI, une grande école de design avec laquelle nous sommes partenaires. Puis l'arrivée en Master 2, si on ne fait pas une césure, il y a une possibilité de césure appelée le Master 1. Si on ne fait pas une césure ou si on ne part pas en DU, c'est-à-dire en diplôme universitaire à l'étranger, on revient directement dans tous les cas, soit l'année qui suit, soit l'année d'après, en Master 2, un master que l'on choisit. Et après ce master qui se déroule là aussi de septembre à fin janvier, après ce master, on a 6 mois en stage. 2 fois 3 mois ou 1 fois 6 mois. C'est au choix. On va rentrer un peu dans les détails tout à l'heure. Certains vont plutôt faire un master en apprentissage et dans ce cas, ils n'auront pas de stage puisqu'ils auront une année complète de salariés étudiants avec une alternance de cours entre le CELSA et la vie en entreprise. Alors, ce que l'on peut dire de ce parcours, c'est qu'il vise à former des stratèges, des spécialistes de la communication auprès des consommateurs. C'est quelque chose de très important, ça fait partie de la vie économique et aussi de la vie sociale, vous le savez. On a tous une pratique de consommateur, sachant qu'on voit tous aussi, et c'est là où... Au-delà de cette évidence, nos étudiants sont formés en profondeur. Au-delà de cette évidence, on est dans un univers qui est en transformation incessante. Depuis que la consommation existe, elle évolue, elle se transforme. Les rapports entre les entreprises et les publics qu'ils visent sont retravaillés en permanence. Et on voit à quel point c'est important aujourd'hui avec des préoccupations sociétales qui viennent impacter la vie marchande, la vie des marques. On pense bien évidemment à tout ce qui est lié à l'environnement, aux préoccupations environnementales aujourd'hui, mais aussi toutes les préoccupations sociétales du type les questions de genre, les questions culturelles, le rapport à l'âge. Vous avez énormément de phénomènes, je dirais, culturels et sociaux qui sont pris en compte par les stratèges de la communication quand ils s'adressent aux consommateurs. Autre point important, c'est l'extension du domaine de la marque. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'aujourd'hui, les marques ne sont pas seulement des marques commerciales, celles que l'on peut retrouver dans les commerces. On retrouve aujourd'hui aussi des marques qui sont des marques des universités, des établissements culturels. Donc en fait, ça permet à nos étudiants
d'être dans une possibilité de choix de métier plus grande encore, avec une grande appétence des différents. Je vois qu'il y a une main levée, je ne sais pas. C'est moi. C'est moi, Caroline. Oui, je t'en prie. C'était pour rebondir effectivement sur ce que tu disais, parce qu'on peut se poser la question du CELSA par rapport à d'autres écoles de communication. Il y en a beaucoup sur le marché. Je pense que la philosophie du CELSA, elle est d'apprendre non pas des techniques uniquement, mais d'apprendre à penser la communication et à penser les marques. Et c'est un élément assez important parce que on est dans un monde professionnel qui est en révolution permanente, c'est-à-dire que c'est difficile de savoir dans 2 ans ou dans 5 ans quelle va être l'évolution des pratiques professionnelles. Et donc, si on est uniquement formé sur les pratiques, on risque d'avoir des savoirs qui sont obsolètes extrêmement rapidement dans une vie professionnelle qui peut durer plusieurs dizaines d'années. Et l'approche du CELSA, elle est plutôt de donner des cadres de pensée et de pouvoir être capable d'analyser des pratiques qui ne sont pas encore présentes sur le marché pour pouvoir rester un professionnel aguerri dans un monde qui, je ne sais pas si c'est malheureusement ou heureusement, mais en tout cas est en mutation permanente sur le sujet de la communication. J'y venais, c'était effectivement, tu as tout à fait raison, le point développer une approche stratégique, c'est ça, c'est-à-dire former des stratèges pour avoir des gens capables de penser les changements en profondeur. Alors pour ça, on donne il y a une dimension théorique, mais aussi très méthodologique. On donne beaucoup d'outils, hein, tu peux confirmer, Julien, là-dessus. On a des méthodes d'analyse qui sont enseignées au CELSA, qui ne sont pas enseignées ailleurs, c'est-à-dire, alors je vais utiliser des grands mots et ça peut faire peur, mais il ne faut surtout pas, parce que tout l'objectif de la formation, c'est de rendre ça familier. La sémiologie, l'ethnologie, l'analyse de discours, ce sont des méthodes qui sont enseignées chez nous et qui permettent d'aller très en profondeur. Mais l'autre aspect, et je te remercie de l'avoir mis en avant, c'est que les étudiants, ils sont formés pour avoir une tournure d'esprit, des réflexes d'analyse et d'action qui vont être adaptés à l'environnement, mais qui vont leur permettre, au fil des années, de retrouver toujours cette manière de penser. C'est-à-dire, les choses vont changer. Les outils du marketing, les outils évidemment du numérique qui changent encore plus souvent, mais toujours d'être adaptables parce qu'ils auront une perspective globale et une armature pour appréhender ces transformations. D'autres points, donc le parcours, c'est bien pour ça, et là je vais te laisser la parole, Julien. On mêle les approches théoriques et des enseignements très professionnels, très pointus, très experts, pour que les étudiants puissent vraiment avoir une appréhension de la globalité des phénomènes, avec le souhait vraiment de comprendre les phénomènes marchands à la fois du point de vue économique et du point de vue symbolique. C'est-à-dire, je vous ai parlé de sémiologie, d'ethnologie, etc., mais il va y avoir bien évidemment une armature aussi sur tout ce qui est marketing et sur toutes les techniques de communication traditionnelles que l'on peut avoir. Et voilà. Donc là, les enseignements, alors, je te laisse peut-être, Julien, développer, Bien parce sûr, que les enseignements académiques, c'est clair. Je vous ai parlé du vivier des enseignants-chercheurs de l'école qui viennent apporter leur regard de chercheurs et une mise en perspective historique, des mises en perspective longues sur les évolutions de la communication. Mais il y a aussi des professionnels comme toi, Julien, qui sont choisis pour leur expertise et qui viennent enseigner, faire des exercices, des études de cas, et je te laisse en parler. Oui, tu as raison. Alors, en fait, déjà, ce qui est assez intéressant et inédit, c'est effectivement ce mariage académique professionnel, hein, parce que c'est vraiment l'idée de se dire que le monde universitaire peut avoir une pensée des phénomènes de communication, des phénomènes de marque, qui peut ensuite être mise à profit par les étudiants pour leur formation. Et puis, du côté des professionnels, toutes les écoles en ont des professionnels, mais c'est vrai qu'on a déjà on a un choix où tous les ans on se remet un peu en question sur qui sont les bons intervenants et comment est-ce qu'est en train d'évoluer le monde de la communication pour aller chercher en fait
les meilleurs et aussi des sujets parfois un petit peu pointus sur des sujets qui sont en constante évolution. Et puis, c'est aussi l'approche, c'est une des raisons aussi, je pense, pour lesquelles les professionnels aiment travailler avec les étudiants du CELSA. On va chercher des gens qui ont une vision un petit peu haute de leur métier, c'est-à-dire qui vont être capables de remettre en question, de prendre de la distance. Tout à l'heure, tu parlais du sujet de l'environnement. Par exemple, l'environnement, c'est pas un sujet facile parce que il y a des partis pris idéologiques, parce que il y a des ambitions politiques et ainsi de suite qui sont autour du sujet de l'environnement. Et là, on va pas essayer simplement se dire quelles sont les ficelles pour communiquer sur l'environnement, mais plutôt comment est-ce qu'on peut penser ce sujet et comment est-ce qu'on peut prendre de la distance par rapport à ce sujet pour le regarder de façon stratégique. Donc, c'est un exemple, hein, mais c'est à chaque fois comme ça que sont pensés les cours, c'est-à-dire à la fois pour comprendre le sujet et pouvoir s'en saisir et le travailler, mais aussi prendre de la distance par rapport à ce sujet pour pas être, entre guillemets, happé par les techniques et par les sujets qui sont en cours. C'est important. Donc, c'est vrai que les cas que vous apportez, les uns et les autres, sont des cas réels. Cette année, tu peux peut-être dire deux mots Bien sûr. de l'entreprise. Alors moi en plus, donc effectivement en tant que professeur associé, on participe activement avec Caroline et puis toute l'équipe du département au choix des enseignants professionnels et leur recrutement. Et puis j'ai la chance de m'occuper du grand cas. C'est comme ça que les étudiants l'ont appelé. En fait, le cours s'appelle Rhétorique de la communication sur comment un cas réel. C'est le cas de Master 2, c'est le cas de fin d'année, c'est-à-dire que c'est en général le dernier examen avant qu'ils quittent la formation, en tout cas sur la partie du premier semestre. Et cette année, on travaille avec les étudiants donc qui se terminent fin janvier sur un grand cas sur Disneyland Paris et sur son anniversaire qui va être cette année, les 30 ans de Disneyland Paris et comment est-ce qu'on orchestre en communication les 30 ans de Disneyland Paris. Et puis avec les alternants, donc là pour le coup, ce sera en juin puisqu'ils finissent l'année un petit peu plus tard puisqu'ils sont sur une année de cours et pas sur 6 mois. Les alternances sont les apprentis. Qui sont en apprentissage. Et là, on travaille sur Phoenix, qui est une application concurrente de Too Good To Go. C'est le numéro 2 sur le marché, sur le gaspillage alimentaire. Donc souvent, en fait, pour les apprentis, on va avoir un regard qui va être autour de l'innovation, donc souvent des applications, des startups et ainsi de suite, quand sur ceux qui sont sur un parcours plus classique, 6 mois de cours, 6 mois de stage, on va être sur des grands classiques du marketing pour avoir une approche un peu canonique, on va dire, d'un grand cas tel qu'il pourrait ensuite être donné aux étudiants qui vont devenir très très vite des futurs professionnels. Alors, c'est le grand cas, hein, c'est pour les Master 2, mais au niveau du Master 1, il y a aussi des cas qui sont apportés par les enseignants professionnels et des sujets aussi qui sont très… Cette année, il y a, en Master 1, il y a ce qu'on appelle le challenge qui est fait sur toutes les considérations, on va dire, d'analyse, mais aussi de déploiement de projets de communication numérique, non numérique. Enfin, c'est vraiment la communication dans tous ses états. Et cette année, ils ont à travailler sur des marques de santé, hein, voir comment on peut construire de nouveaux services dans le cadre de la santé. Donc, vous voyez, c'est toujours extrêmement appliqué pour des grands sujets très variables. On peut parler de culture, de santé, d'agroalimentaire, voilà. Alors, sachant que ces enseignements, ils sont complétés par… alors, il y a une dose peut-être à préciser aussi, Julien, c'est-à-dire en L3, vous avez beaucoup de théorie, un peu d'enseignement professionnel. En M1, vous avez pas mal de théorie, mais beaucoup plus d'enseignement professionnel et beaucoup d'enseignement méthodologique. Et en Master 2, vous avez très peu d'enseignement théorique. Enfin, il en reste pas mal quand même, mais beaucoup d'enseignement professionnel. En fait, on essaie de renforcer, d'avoir une progression sur la professionnalisation avec la même logique que pour les stages. Hein. Vous avez vu, c'est 3 mois, 6 mois. Ces stages qui sont choisis par les étudiants, sachant qu'ils ont la chance d'avoir un soutien de l'école très important, avec beaucoup de propositions de stages qui sont adressées à l'équipe des collègues qui s'occupent de l'insertion professionnelle. Et même, Caroline, si je peux rebondir là plutôt du côté, parce que moi je travaille effectivement dans le domaine du marketing et de la communication. Alors,
Pardon parce que tu n'as pas pu être présenté, j'ai Pas amorcé grave. direct. Peut-être veux-tu dire 2 mots de ton parcours, c'est peut-être important. D'accord, mais peut-être du coup, juste pour préciser sur les stages d'abord, Ouais. en tant que professionnel, pour le coup, c'est extrêmement difficile de capter des étudiants de CESA parce qu'il y a une offre de stage qui est supérieure au nombre d'étudiants disponibles. C'est le cas pour les classiques et c'est aussi le cas pour les apprentis où, pour être très honnête, limite, les entreprises s'arrachent les profils parce que c'est des profils qui sont extrêmement qualifiés et en fait, l'école et même un peu canonique dans les annonces de stage. C'est-à-dire que quand on cherche à quelqu'un en communication marketing, on précise dans l'intitulé de l'annonce le nom de l'école. Ça fait vraiment partie en fait un peu d'un domaine de référence. Et donc effectivement, pour me présenter, donc aujourd'hui, je suis dans un cabinet de conseil qui s'appelle OnePoint, en charge du marketing et de la communication. Et avant ça, j'ai un passé de ce qu'on appelle dans le jargon professionnel annonceur, c'est-à-dire que je travaillais chez SNCF en tant que directeur de la communication des marques commerciales et avant d'agence. Donc, j'ai travaillé une dizaine d'années en agence, en planning stratégique, à la fois du côté des agences médias et du côté des agences de publicité. Avec plein de jolies références. Et j'ai aussi une casquette un petit peu plus universitaire. J'ai eu la chance d'aller jusqu'au bout de ma thèse au CELSA, où j'ai travaillé sur le sujet des tendances. Voilà. Merci pour ta présentation. Pardon de ne pas l'avoir Pas avancé. grave, t'inquiète. Sur les stages, juste une précision. Pour être très honnête, si vous voulez faire des stages à l'étranger, on a beaucoup moins d'offres. Et là, c'est aux étudiants d'être beaucoup plus proactifs et très volontaires, voyez, pour trouver des stages. Mais il y en a pas mal qui vont quand même à l'étranger. Peut-être que Léo et Isabelle, vous voulez dire 2 mots pour dire quel stage vous avez fait, vous allez faire? Isabelle, Bonjour, pardon. Léo, Léo. Alors Léo. Bonjour tout le monde. Donc au niveau des stages, moi j'ai eu l'occasion de visiter plusieurs endroits et secteurs. J'ai eu l'occasion de travailler en agence d'influence, ainsi que dans une agence de publicité plus traditionnelle. Et là, en février, pardon, je pars pour 6 mois en stage dans une belle agence de publicité. Donc voilà, enfin, c'est vrai que le CELSA aide énormément à l'insertion et nous soutient dans nos recherches de stage. On a eu l'occasion et la chance d'avoir des cours dédiés à ça, des heures dédiées à cette recherche de stage et à l'élaboration de nos CV et lettres de motivation. Donc voilà, vraiment, le CELSA est un atout sur votre CV et vous aide pour ça. Très bien, merci. Isabelle, un petit mot sur les Oui. stages? De mon côté, en L3, du coup, j'avais pu faire 6 mois même de stage dans une agence d'études dans laquelle, en fait, il y avait beaucoup d'anciens du CELSA. Donc là, pour le coup, c'est vrai qu'avoir le CELSA sur son CV, c'est toujours positif, surtout quand on cherche un stage en agence à Paris, il y a quand même beaucoup d'anciens qui y travaillent. Et par la suite, j'ai fait un stage à la Fédération française de tennis, donc en travaillant sur Roland-Garros en études quantitatives, donc tout ce qui est études de marché et marketing stratégique. Et là, en février, je vais commencer un stage pré-embauche chez BVA, donc en institut d'études, en études qualitatives, cette fois-ci. Merci à tous les deux. Pour compléter la formation, dire, ça c'est important, que pour finir, en Master 2, il y a un mémoire à faire. Donc, on est pour ça très accompagné, hein, puisque chaque étudiant a un rapporteur universitaire et un professionnel pour l'accompagner dans l'élaboration de son mémoire. Et c'est souvent un moment exigeant, mais intéressant. Et avant, il y a des enquêtes collectives. Voilà. Donc, il y a beaucoup une alternance de travaux individuels et beaucoup de travaux collectifs. Isabelle, vous vouliez relever la main, je crois. Non? Oui, c'était juste du coup par rapport aux anciens, j'y pensais au niveau de l'insertion professionnelle, le réseau est très accessible et enfin, par exemple sur LinkedIn qu'on peut très facilement en fait contacter les anciens et ils nous accueillent toujours avec beaucoup de bienveillance et souvent ils prennent le temps de répondre à nos questions et même parfois de nous aiguiller même auprès des professeurs. J'ai été aidée pour trouver mon stage là cette année par la professeure qualitative qui m'a donné aussi quelques contacts. Donc enfin, voilà, le réseau est aussi très actif de ce point de vue-là, au-delà des offres et des démarches personnelles qu'on peut avoir de notre côté.
C'est vrai. Je poursuis un petit peu sur les masters. Peut-être, alors pardon pour le mal au cœur, je vous fais là en maniant. Voilà, les masters du département marque. Alors, il y en a 3. Il y a le master, il est marqué marque et branding, c'est bien ça. Alors peut-être que je vais vous laisser la parole l'un et l'autre. Il y a un master marque et stratégie de communication. Et enfin, un master en apprentissage, marque, innovation et création. Ces masters sont très proches, ils ont un socle commun avec des spécialités. En branding, on va être un peu plus tourné vers tout ce qui est identité de marque pour travailler en cabinet spécialisé en branding ou chez l'annonceur. En marque et stratégie de communication, il y a beaucoup d'heures pour se préparer au planning stratégique. Il y en a beaucoup qui deviennent planeurs stratégiques, mais ça forme aussi des spécialistes de la communication en agence pour l'annonceur et pour tous en institut d'études aussi. Et marque, innovation et création, c'est la même chose, avec un accent qui est mis sur tout ce qui est innovation, design thinking, etc. Donc, ce sont 3 choix qui sont proposés aux étudiants. La très grande majorité choisit d'aller dans un de ces masters et une toute petite partie décide d'aller en master recherche, puisque nous avons un master 2, master recherche, pour ceux qui voudraient approfondir les aspects théoriques et ou se diriger vers une thèse, un doctorat après leur formation. Certains font aussi leur doctorat après les masters en marque. Voilà un petit aperçu. Est-ce que j'ai un petit peu de temps pour poursuivre? Oui. Caroline, Oui, je il y t'en avait une prie. question pour Léo et Isabelle, peut-être on peut y Peut-être, répondre. alors, parce qu'on a gardé un grand temps pour les questions, mais peut-être avez-vous déjà des questions pour les masters qui sont là, effectivement? Il y avait une question qui nous demandait quel était notre projet professionnel, effectivement, avant de rentrer Ouais, au alors, CELSA. on y va. Je déroule pour rester dans une structure logique et après, on va avoir plein de temps pour répondre aux questions. Je les ai vues, il y en a auxquelles je vais répondre, pardon de ne pas le faire au fil de l'eau, mais ça va arriver. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est peut-être là, c'est avant d'intégrer le CELSA, il faut passer le concours. Donc, peut-être que Isabelle et Léo, et Julien, tu compléteras, vous pourriez expliquer quel était votre projet professionnel, comment il a évolué aujourd'hui avec ce que vous avez vécu durant ces 3 années, et peut-être aller sur les questions directement de préparation du concours. Moi, j'ai juste à dire qu'il faut être motivé, c'est clair, c'est-à-dire savoir pourquoi on vient et avoir très envie de venir. Et puis, 3 clés, se préparer, se préparer, se préparer. Ça veut dire se poser la question de pourquoi on veut venir, pour quel genre de métier, même si on ne sait pas précisément. Est-ce qu'on connaît un peu l'environnement? Est-ce qu'on s'est préparé? Est-ce qu'on a lu des choses? Et puis, préparer son dossier, bien sûr, et préparer son entretien quand on a passé la première barrière du succès au dossier. Et d'où on vient. Peut-être qu'il va y avoir des questions. J'ai vu une question, qu'est-ce qu'il faut avoir fait avant? Alors là, nous sommes les bras ouverts. Nous avons juste besoin d'avoir des bac+2 validés. Nous sommes absolument pas figés ni crispés sur une formation préalable au CELSA. Pas du tout. C'est pas important pour nous. Ce qui compte, c'est l'appétit, le niveau et l'adéquation en fait entre ce que propose l'école et le profil et le projet de la personne. Mais l'école n'est pas déterminante. L'école, le parcours, ça peut être DUT, ça peut être une prépa, il y en a beaucoup, une université, une école privée, etc. Mais je laisse la parole aux étudiants en cours. Alors, peut-être que passer le concours, Isabelle, vous aviez envie de dire quelques mots? Oui, là, du coup, le concours a changé, en fait, cette année, le concours. Là, ce sera la 2e année de ce format-là de concours.
avec donc un concours maintenant qui est 100% à distance, avec un dossier personnel à envoyer, associé, accompagné d'un commentaire personnel portant sur une réalisation individuelle qui éclaire la candidature. Et avec ça, il y a une épreuve écrite en temps limité. Donc, vraiment, c'est un peu plus de 24 heures pour rendre le sujet qui est envoyé à 8 heures à la date prévue et qu'on doit rendre le lendemain avant midi, globalement. Donc, à partir d'un sujet qui est donné par le CELSA. Et donc, pour ce concours, à chaque fois, le CELSA délivre une bibliographie pour bien s'y préparer en fonction de sa filière. Et si vous êtes admissible, donc après, c'est un oral d'admission qui est à distance, encore une fois. Pour les questions, Isabelle, en vous entendant parler, il y a des questions qui abondent sur comment est-ce qu'on peut se préparer pour le dossier, la réalisation personnelle notamment. Ben, le dossier, on va le faire très honnêtement, parce que sinon ça se verra après à l'oral. Et quand on vous dit une réalisation personnelle, c'est dommage de mettre une réalisation faite en groupe, parce qu'en plus, on évalue souvent des dossiers. Vous voyez, il y a plusieurs journées qu'on consacre dans notre emploi du temps à ces évaluations, et on voit le même sujet de plusieurs candidats. Il faut au moins dire quelle était sa part singulière d'apport à une contribution collective, si jamais on choisit de raconter, et si on n'a pas une autre réalisation à raconter, on veut raconter ce qu'on a fait dans le cadre de son école, individualiser au maximum cela. Et réalisation n'est pas sur une évaluation morale de votre personne, hein. Vous n'êtes pas obligé de chercher des sujets qui mettent en valeur vos qualités. Alors, qualités humaines, on les apprécie, mais il ne s'agit pas, vous voyez, on n'est pas dans un concours de vertu. Il s'agit de raconter et de le faire d'une manière intéressante, voilà, et qui est peut-être un rapport avec la communication, ça serait idéal. Peut-être pour préciser, Caroline, j'ai vu qu'il y avait une question notamment sur les prépas CELSA. Déjà, il n'y a pas de prépa cautionnée ou validée par le CELSA. Et pour avoir fait passer avec Caroline peut-être plusieurs milliers d'entretiens, je peux vous dire qu'on n'est pas mieux préparé quand on a fait le prépa CELSA que quand on n'en a pas fait. Et ça donne pas plus de chances de rentrer que d'autres. La préparation, en fait, c'est surtout, effectivement, tu le disais, Caroline, de l'honnêteté, c'est-à-dire, en fait, on vient rencontrer quelqu'un, et donc c'est vraiment une rencontre qui va se faire entre une individualité et l'institution et sa proposition. Et puis, quand tu disais préparer, en fait, ça veut dire travailler. C'est-à-dire, il y a une bibliographie qui est conseillée, mais en fait, elle est conseillée, c'est-à-dire que ce qu'on veut tester, c'est votre appétence pour les choses qui vont être enseignées dans l'école. Et donc, ça veut dire que si vous n'avez rien lu, c'est difficile de tester si ça va vous plaire ou si ça va vous intéresser, parce que, en fait, ce sont des choses que vous allez découvrir ensuite. Donc, c'est très important que vous ayez pu un petit peu regarder. Et puis, encore une fois, tu le disais, c'est pas un test de moralité. En fait, on construit une promotion, c'est-à-dire qu'on va construire des profils qui vont pouvoir bien interagir ensemble, donc qui vont s'intégrer dans un groupe, mais qui en même temps vont aussi avoir un projet, parce que forcément, les places sont chères, hein, parce que c'est une université avec un nombre restreint, et donc il faut aussi qu'on s'assure que toutes les personnes qui rentrent sont des personnes qui iront jusqu'au bout et qui auront une cohérence de parcours. Et donc, c'est exactement ça qu'on va aller regarder. Pour tout ce qui est écrit, un conseil vraiment, c'est relisez-vous, quoi. Alors, ce à quoi on est un peu allergique, mais c'est pas pour vous faire peur, mais c'est vrai que si c'est bourré de fautes, ça va pas passer, c'est très clair. Mais ça se travaille, quoi, même en amont, et puis ça peut être une bonne occasion pour le faire. Et soignez vos phrases si vous vous sentez pas très à l'aise parce que votre formation ne vous a pas préparé beaucoup à la rédaction. Je pense aux étudiants, par exemple, en DUT, BTS, qui sont moins préparés que dans les formations universitaires. Faites des phrases courtes, tout simplement. Enfin, voyez, et puis relisez-vous, voyez comment ça sonne. On ne prépare pas pareil si on vient d'une formation opérationnelle, genre DUT, et si on vient d'une formation plus littéraire. Par exemple, si vous êtes en prépa littéraire, votre travail, ça va être peut-être de lire de la presse professionnelle ou des sites professionnels pour voir un peu quels sont les enjeux du secteur, pour essayer de voir quels sont les pubs qui sont sortis dans l'année, pour avoir une attention particulière quand vous allez faire vos courses
à ce que font les marques. Et quand vous êtes sur des filières plus opérationnelles, ben, on va vous attendre un petit peu plus sur votre envie de lecture et votre capacité à discuter avec nous des ouvrages. On met des ouvrages pour avoir un terrain de discussion aussi. Voilà. Après, l'oral, quand on arrive à l'oral, on ne vous attend pas avec des questions pièges, ce n'est pas l'objectif. On veut vous connaître, on veut voir comment vous vous exprimez. Alors, c'est sûr on peut être timide et réussir son oral, mais il faut quand même nous parler le jour de l'oral. Voilà, on ne peut pas dire oui, non. Il faut développer un petit peu plus, c'est sûr. Mais ça s'entraîne aussi. Et il y a aussi soigner son CV, parce qu'effectivement, on ne pose pas de questions pièges et on ne pose pas de questions qui viennent de nulle part. Par contre, tout ce que vous mettez ou tout ce que vous nous donnez, bah forcément, c'est aussi des sujets de discussion pour nous. Voilà. Est-ce que, Léo, vous voulez ajouter quelque chose Oui, mais justement, la préparation au concours, comme vous le disiez, c'est vraiment du travail, mais c'est aussi un éveil qui est important de faire dans tous les moments de son quotidien, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, hein, aller au supermarché et faire attention à la marque et aux communications de celle-ci ou découvrir les nouvelles publicités, etc. C'est vraiment très important, mais il faut que ce soit aussi un plaisir de le faire, pas une contrainte. Voilà, quoi. C'est vraiment, je pense, être curieux du monde et des marques, plus précisément pour ce parcours, sera un atout, je pense, pour votre préparation au concours. Tout à fait. Alors après, les perspectives professionnelles, elles sont très ouvertes avec des structures qui peuvent être des grandes entreprises, des petites, des agences, aller travailler chez l'annonceur, en institut d'études, dans des fonctions plus commerciales, dans des fonctions plus, je dirais, d'analyse, des fonctions, c'est extrêmement ouvert pour tout type de secteur d'activité. La communication, vous le savez, il y en a partout et les stages, ça sert à ça, à tester, à voir quel secteur on a envie dans lesquels on a envie de s'impliquer ou pas, sachant que bien sûr, les étudiants, après, quand ils deviennent des professionnels, vont évoluer et souvent changer de structure. Alors, peut-être vous dire quand même, je vais passer vite, qu'on a beaucoup d'offres de stage, Julien l'a souligné, des offres d'apprentissage, beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'aller chercher son propre apprentissage, mais on a plus de demandes que de possibilités que d'étudiants pour en faire. On a des offres d'emploi, beaucoup d'entreprises qui viennent sur le forum. On a un salaire moyen tout à fait correct pour la sortie et surtout une prise de poste rapide, hein, moins de 2 mois en 2020, qui n'était pas forcément l'année la plus facile. Moins de 2 mois après la fin de la formation, presque 80% des étudiants sont en poste. Voilà. Et on a des possibilités de se former à l'international. Et tout à l'heure, ça a été évoqué par Isabelle, un réseau d'anciens très dynamique. Ils font plein de choses, ils se retrouvent régulièrement pour des conférences, il y a des TEDx, il y a des masterclass, il y a plein de choses, il y a un annuaire en ligne, beaucoup d'entraide, avec des entrées par territoire, si on est en province, dans certains pays, ou à Paris, par thématique. Enfin, c'est très, très riche. On a une association d'anciens très vivace, de même qu'à Sorbonne Université. Donc, les deux renforcent et font un réseau formidable. Je vais maintenant départager parce qu'on va rentrer dans la phase dédiée aux questions. Il y en a eu pas mal, on va les prendre au vol ou les laisser se déployer sous nos yeux. Et je pense que c'est fatigant pour vous de suivre ce déroulement d'écran. Donc, comme on le fait en visio actuellement, ou comme on l'a fait plutôt avant en visio avec nos étudiants l'an dernier, malheureusement, on a dû passer, on a été obligé de composer et de trouver des systèmes pédagogiques un peu plus conviviaux que les dérouler en permanence. On va rentrer plus dans la réponse à vos questions. Alors, je ne sais plus par quel bout les prendre, tellement il y en a. Peut-être que Julien, Isabelle, Léo, vous avez Il y avait une question tout à l'heure tout en haut sur le parcours de Léo et d'Isabelle, donc peut-être vous pouvez répondre alors, à ça.
Euh, Isabelle, est-ce que tu veux commencer? Présenter. Donc moi, j'ai fait 4 ans au CELSA, là c'est ma 4e année. Avant, j'ai fait une prépa littéraire et j'ai passé le concours par la voie de la BEL, donc via la banque d'épreuves littéraires qui sont rattachées aux épreuves du concours de l'ENS. Donc j'ai pas passé le concours externe, à la différence de Léo, il me semble. Euh, donc j'ai juste passé l'oral d'admissibilité que j'ai préparé. Donc je pense que je fais un peu un condensé des questions que j'ai pu voir passer. Je l'ai préparé, donc comme le disait Caroline, en préparant en fait mes centres d'intérêt. Sous l'œil en fait des sciences de l'information et de la communication et des enjeux publicitaires, des enjeux du marché. Donc moi par exemple, j'étais passionnée de tennis, je suis toujours, et donc j'avais travaillé à la communication de différentes marques sportives sous ce regard-là, les différentes opérations aussi qui peuvent y avoir autour du sponsoring. Et il se trouve effectivement que par la suite, lors de cette orale, on m'a demandé effectivement ce que je voulais faire, vers quel domaine je m'orientais. En sortant de prépa, j'avais pas trop d'idées. Je savais juste que la communication, le marketing en général, c'est un domaine qui était susceptible de m'intéresser. Mais j'ai quand même eu cette piste du marketing sportif que j'ai présentée et j'étais capable d'en parler parce que j'avais travaillé justement ces centres d'intérêt sous ce regard communicationnel. Et par la suite, il se trouve effectivement que j'ai fait un stage à la Fédération française de tennis dans le département marketing stratégique. Donc, il y a quand même une cohérence. Et il y a aussi une question, il me semble, sur les stages. Quel était notre parcours et l'évolution de notre parcours par rapport à ça. Moi, les études marketing, je suis tombée un peu par hasard du coup dedans. En L3, je ne savais pas trop ce que je cherchais. Je regardais surtout les missions en fait dans les offres de stage pour voir un peu ce qui était susceptible de m'intéresser. Et le stage que j'ai fait en L3 donc j'ai continué dans ce domaine. Voilà, études marketing très générales en L3, puis plus spécialisée en études quantitatives en M1 et là en études qualitatives en M2. Et donc tous ces stages en fait m'ont aidé à affiner mon projet. Par exemple, les études quantitatives en stage de M1, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas trop, donc j'ai pu continuer et me rendre compte que les études qualitatives, comme j'en avais fait aussi un peu, c'était plus ça qui me plaisait. Donc c'est aussi ça le CELSA qui permet aussi, avec toutes ces différentes opportunités pour faire des stages, d'affiner son projet professionnel. Je ne sais pas si c'est très engageant de dire ça, mais je pense quand on rentre L3, on ne s'attend pas à avoir un projet professionnel précis en tête. Alors il y en a qui arrivent avec un projet professionnel très précis et très déterminé. Et finalement, il y en a qui se rendent compte que grâce au stage, que ce n'est pas forcément ça et ça permet d'affiner tout au long du parcours. Donc je disais que j'ai fait 4 années, donc je suis rentrée en L3, M1 et j'ai fait un DU, justement dont Mme Marty parlait, pour justement partir à l'étranger. J'ai eu la chance, malgré le Covid, de partir quand même en échange en Belgique. Et surtout, ça m'a permis de garder mon stage de M1 dont les missions n'étaient plus pertinentes au vu du contexte sanitaire et de le décaler sur le premier semestre de ce DU. Et puis voilà, et donc il y avait des questions par rapport à nos masters. Moi, je suis en master de branding, donc master classique. Voilà, et là, je vois une question sur la prépa que j'ai fait. J'étais à Danielou, Centre Madeleine Danielou à Arveil. Quelle note j'avais et si j'avais cubé? Non, je suis rentrée directement en Cagne. Et par rapport aux notes du concours, pour passer le concours par la BEL, globalement, le CELSA prend un certain nombre de points, il me semble, par rapport au total, par rapport aux sous-admis, par rapport Ouais, ça dépend de chaque année. Comme c'est un concours, suivant le nombre de personnes, on prend les meilleures notes et on descend jusqu'à tant d'étudiants par master. En fait, là, je vois pardon, j'espère que vous avez fini, Isabelle, ou pas? Oui, globalement. Sur les Master 2, vous avez des questions aussi, et c'est vrai que certains d'entre vous sont là pour ça, pour savoir combien il y a de places. Bon, on est dans une logique de concours. En fait, au niveau du Master 2, il y a un nouveau concours, comme pour la licence, et ce concours, il vient compléter les promos. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, les 25 à 30 étudiants qu'on va prendre en licence, ils vont rester là en Master 1, et au niveau du Master 2, ils vont se répartir sur les 3 masters.
et on va compléter par le concours les promos. Et en général, sur 25 places, il va rester, je ne sais pas moi, 10 à 15 places quoi, par 20 places par master. Donc, ça dépend des années, mais en gros, c'est ça, sachant que on va prendre ceux qui nous semblent les plus adaptés au profil à chaque fois. Vous ne pouvez pas postuler à plusieurs masters 2, il faut en choisir un. Pour tout le CELSA, en fait, vous ne pouvez pas en prendre un par département, et au sein du même département, vous ne pouvez postuler qu'à un seul. Il y a beaucoup de questions sur les réalisations personnelles pour le concours. Alors, ce que je peux dire, c'est que il faut que vous ayez l'occasion de vous exprimer. Une réalisation personnelle, on vous demande ça pour que vous soyez libre de nous raconter quelque chose. Vous pouvez avoir une activité associative qui vous paraît intéressante. Vous pouvez avoir une manière de fréquenter les magasins ou un rapport aux objets chez vous, aux produits de marque qui vous paraît intéressant. Vous collectionnez, mais je vais dire n'importe quoi, les capsules de bière, les verres des festivals, vous avez un goût particulier. Bon, vous avez fait un stage, vous étiez caissier dans un supermarché, vous avez eu une expérience associative pour favoriser la pratique d'un sport ou du dessin ou que sais-je, vous avez envie de raconter ça, racontez. Vous n'êtes pas obligé de faire une réalisation personnelle par rapport à un projet que vous avez mené en DUT pour le compte d'une agence. Vous pouvez aller plus largement que ça. C'est vrai que si ça a un rapport avec la question, voyez, de comment des marques ou du rapport à des publics ou de comment on représente les choses visuellement, ça nous intéresse. Même si on ne forme pas des créatifs. C'est important aussi de vous dire ça. On ne cherche pas à évaluer vos capacités créatives. Il y a des écoles, des formations dédiées. J'ai vu passer la question tout à l'heure. On ne forme pas des directeurs artistiques. Certains vont le devenir, mais c'est lié à des compétences qu'ils ont cultivées eux-mêmes parce qu'ils font de la photo, parce qu'ils écrivent depuis des années. Mais chez nous, on forme à la stratégie et donc certains vont devenir directeurs artistiques à terme parce qu'ils ont déjà des compétences personnelles et ils viennent acquérir ça en plus. Mais la formation, elle n'est pas faite pour ça. Voilà, j'espère que je ne vais pas trop décevoir. Caroline, j'ai vu beaucoup de questions sur l'anglais et sur la dimension internationale. Ouais. Peut-être, là, pour le coup, c'est plus le regard d'un professionnel sur le sujet. Le sujet de l'anglais, c'est pas tellement le niveau pour rentrer au CELSA, mais c'est surtout qu'aujourd'hui, dans ce milieu marketing-communication, en fait, ça devient très, très difficile de ne pas pouvoir travailler en anglais. Aujourd'hui, quand vous êtes dans une agence, par exemple, mais aussi dans une entreprise, elle a des ramifications un petit peu partout, voire vous êtes une ramification d'une entreprise anglophone. Et donc, on va vous demander en permanence de travailler en bilingue, c'est-à-dire de parler en français mais d'écrire en anglais ou le contraire et ainsi de suite. Et donc, ça devient un sujet plus personnel qu'académique en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en main. Effectivement, tu le disais Caroline, il n'y a pas forcément énormément de propositions de stages qui sont faites pour les étudiants depuis l'étranger. Par contre, globalement, le CELSA et surtout la Sorbonne au global est une vraie opportunité de pouvoir creuser cette dimension internationale. C'est-à-dire que la Sorbonne a des relations avec toutes les grandes universités dans le monde. Et moi, moi personnellement, j'ai eu la chance de partir 6 mois, par exemple, à l'université d'Emory, avec une bourse d'études à Atlanta dans le cadre de mon master recherche. Mais les opportunités sont multiples et même inexploitées. C'est-à-dire que, mais par contre, ce sont aux étudiants, de façon personnelle, d'aller construire ces parcours. La Sorbonne ne vous forcera pas à faire un DU, ne vous forcera pas à faire un stage à l'international. Par contre, avec la carte de la Sorbonne, à la fois le nom et aussi avec les ressources qui sont à l'intérieur, que ce soit au CELSA, le département international, que ce soit à la Sorbonne, toutes les relations qu'il peut y avoir avec les écoles et les universités, vous aurez plein de portes ouvertes. Mais par contre, ce sera à vous d'être, entre guillemets, acteur de ce sujet-là. Et avec l'idée en tête que ce sera difficile sur le marché à terme, dans votre évolution professionnelle à 10 ans ou à 15 ans,
de ne pas posséder cette qualité-là parce que malheureusement aujourd'hui, le monde professionnel travaille de façon plutôt bilingue. Oui, et alors pour certains qui ne parlaient pas bien anglais aujourd'hui, mais c'est pas rédhibitoire, quoi. Au CELSA, il y a un labo de langue. Vous pouvez très bien vous former. Au niveau du Master 2, on a même un examen en anglais. Chaque année, moi, je suis émue parce que je vois les étudiants il y en a qui sont hyper forts, qui parlent très bien, puis il y en a d'autres qui ont un niveau, voilà, mais n'empêche qu'avec l'examen, ils sont obligés de s'y mettre. En plus, c'est collectif, donc vous voyez, personne n'a une très mauvaise note ce jour-là, mais tout le monde se force à pratiquer. Et puis le fait d'être plongé, d'être obligé de s'immerger, bah, tout le monde progresse, quoi. Et c'est vrai qu'il y a pour partir à l'étranger, évidemment, il faut maîtriser l'anglais ou l'espagnol. Et les universités avec lesquelles on travaille, je ne peux pas les citer, j'ai vu la question, mais il y en a qui sont partis au Chili, au Mexique, en Birmanie, à Montréal, bien sûr, et puis là, on peut être francophone, vous voyez, on peut même faire voilà, à Amsterdam, en Espagne, en Angleterre, enfin, bon, il suffit qu'on a quand même un service qui contrôle que le pays soit sécure, hein. On n'envoie personne dans des pays à risque, on a une validation interne. Voilà, donc ça se fait vraiment au cas par cas. Il y a 2 personnes au CELSA, 2 collègues qui ont les relations avec l'international et qui s'occupent plus spécifiquement de ça. Voilà. Alors, on a souvent des étudiants étrangers aussi qui viennent passer un semestre chez nous. Ouais, C'est ouais. aussi intéressant en termes d'enrichissement. Oui, oui. Chaque année, on a des gens d'Italie, du Maroc, de partout, quoi. Certains, il y en a un, il était tellement content, il n'est pas reparti d'ailleurs. Il est resté en France. Bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les sujets? Peut-être Léo, vous aviez parce qu'on ne vous a pas beaucoup laissé Oui. place. Euh, Peut-être présenter ma filière, mon parcours et comment j'ai pu préparer aussi le concours au CELSA parce que, comme Isabelle le disait, moi, je l'ai passé via la voie externe. Donc, à l'époque, nous avions un concours écrit de 4 heures, il me semble, et puis après, un oral en présentiel à l'époque. Et je viens d'une formation littéraire en classe préparatoire. Donc, c'est vrai que mon challenge pour intégrer le CELSA était de me constituer une bonne banque d'exemples concrets et solides afin d'étayer voilà toute mon argumentation et tout ce qui m'intéressait au niveau des concepts à approfondir une fois dans l'école et notamment la sémiologie qui est vraiment au centre de nos études, mais pas d'inquiétude si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez l'apprendre tout au long de votre parcours au CELSA, tout au long de la L3, du M1 et du M2. Aujourd'hui, je suis donc en 2e année de master dans la filière stratégie de communication en voie classique et qui est une filière un peu plus destinée au métier de l'agence. À l'époque, en rentrant au CELSA, j'avais déjà pour projet de devenir planeur stratégique. Mais maintenant, comme Isabelle l'a dit, avec nos différents stages, nos projets ont été forgés, se sont forgés. Aujourd'hui, j'ai envie de voir un petit peu encore d'autres choses et de m'ouvrir encore plus de portes. Donc là, j'ai demandé à faire un stage au New Business qui va vraiment travailler avec tous les métiers de l'agence afin de connaître voilà tous les métiers, tous les rouages d'une agence qui est quand même une structure assez particulière, je pense, en méthode de travail. Et je dois dire qu'au CELSA, on est préparé à ces méthodes de travail et à cette dynamique. Tout à l'heure, j'ai vu une question dans le chat qui nous demandait si l'ambiance au CELSA et entre classes était bonne. Et je dois dire qu'elle est excellente. En tout cas, ça fait 3 ans que je suis délégué de classe dans l'école et j'ai toujours eu plaisir de travailler avec mes camarades afin de créer une atmosphère de travail vraiment productive, mais aussi de bien-être. Avec les 2 années qui viennent de s'écouler, voilà, je pense que ça a été quand même assez essentiel.
Euh, et que puis-je vous dire d'autre? Quelle prépa j'ai fait? J'ai fait la prépa littéraire au lycée La Bruyère à Versailles, en spécialité anglais. Donc la spécialité anglais, bah, j'ai su la réinvestir au CELSA en fait avec cette dimension internationale et avec cette ouverture aussi qu'on nous apporte au sein de notre parcours. C'est vrai que sur l'ambiance, c'est une question, on n'ose pas toujours la poser, mais c'est hyper important, quoi. Avant d'entrer dans une école, on se dit, mais à quelle sauce je vais être croqué? La formation est à Neuilly, ça fait rêver les foules. Non, mais ça se passe bien. On a un jardin, très concrètement, donc quand il fait beau, bah, c'est quand même agréable pour les étudiantes et les étudiants. Vous dépensez pas des folies, vous voyez, entre midi et 2 heures, parce qu'il n'y a pas tellement de magasins. Bon, je blague un peu sur l'environnement, mais c'est un vrai atout d'avoir ce jardin. On a des belles salles très bien équipées. Le fait d'être dans une école aussi de journalisme fait qu'il y a des personnes, et je salue le service audiovisuel qui est là, on a des personnes hyper compétentes sur tout ce qui est technique, hein, ce qui vient faciliter énormément la vie de nos formations. On a des bons outils, là on l'a vu avec tous les passages en visio. Voilà, c'est une école qui est performante en fait et qui propose un cadre de vie. Mais ça ne suffit pas à faire une ambiance, mais on choisit des gens sympathiques. Je pense que c'est important de le dire. Moi, je suis toujours très charmée en fait par les promotions qu'on a parce qu'on a des gens super et ça se passe bien. Et puis comme on a des promos qui dépassent pas 30 étudiants, ben, nous, intervenants, on les suit, on les connaît, on est dans un rapport, c'est vrai, d'exigence parfois, mais beaucoup de bienveillance. Je crois que c'est important de le dire. On veut que tout le monde progresse, quoi, et soit bien. Voilà. Caroline, il y a eu beaucoup de questions sur la charge de travail et sur la répartition du volume horaire. On n'en a pas parlé. C'est vrai que quand même, sur les temps de cours, c'est-à-dire les 6 mois sur lesquels les étudiants sont là ou en alternance, c'est des charges qui sont quand même assez denses, c'est-à-dire que les semaines sont totalement remplies du lundi au vendredi et on ne peut pas faire autre chose, quoi. En apprentissage, il faut une bonne énergie. Pour moi, c'est le critère numéro 1, c'est-à-dire être capable de bosser dans son entreprise toute la semaine et de revenir au CELSA le vendredi. Parce que le rythme, c'est ça, avec une période d'immersion en septembre où les étudiants sont là pendant 15 jours, 3 semaines, et là, il y a beaucoup de cours. Puis la même chose là, la semaine prochaine, ils sont là une semaine. Mais sinon, il faut passer en fait des sujets de l'entreprise à la formation, où tout le monde est content de revenir et de se retrouver, en fait. Mais des travaux individuels quand même, même si la formation, je n'ai jamais vu personne arrêter la formation d'apprentissage. Jamais. Mais il faut partir avec cette possibilité, cette envie dans la tête d'être sur un rythme très soutenu, parce qu'on devient salarié, on n'est plus étudiant, quoi. Voilà. Donc, voilà. Je pense qu'on approche… non, alors les masters, il y en a un qui est en apprentissage et les autres, branding, il se fait, et stratégie de com, ils se font en période complète. Mais ce sont des formations relativement proches. Pour un recruteur, vous aurez fait le CELSA, éventuellement il saura qu'il y a le département marque plutôt qu'un tel, mais alors savoir quel master, pourquoi il vous a recruté, c'est pour les étudiants qu'on fait ce choix. Pour l'extérieur, c'est englobé, quoi. Voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop frustrés pour les questions qu'on n'aurait pas traitées spécifiquement. J'en ai vu certaines qui concernaient des aspects qui sont directement évoqués sur le site. Donc, rendez-vous sur le site, vous avez beaucoup de détails quand même sur la formation. J'espère qu'on vous aura bien répondu, que voilà, que vous êtes séduit, que vous avez envie de nous rejoindre, surtout pas d'inhibition. On est exigeant, mais ne vous mettez pas, vous, une exigence ou une contrainte particulière, tentez votre chance. Tous les gagnants ont tenté leur chance, comme disait un slogan publicitaire il y a quelques années. Portez-vous bien, prenez soin de vous et puis retrouvez-nous bientôt, faites-nous des beaux dossiers, soignez, relisez-vous et essayez de partager avec nous ce que vous avez à dire sur
en fait ce que vous avez fait en rapport avec la communication ou ce que vous auriez envie de faire en rapport avec la communication. Merci à mes accompagnateurs du jour. On se retrouve nous très bientôt tous les quatre et vous, cher public, à bientôt, j'espère. Très bonne journée, merci au service audiovisuel, bon courage pour la suite. Au revoir. Merci, Au bonne Au revoir journée. tout le monde, merci Au beaucoup. revoir. Merci à tous, Vincent, Eva, Nora, Salomé, Marie, etc. Au revoir.